Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et ça bouge, hein, des élections vraiment historiques, on peut le dire, en France, parce que là, il y a vraiment une recomposition politique et il l'a très bien expliqué Yohann User. On va en parler justement de ces élections françaises avec Nick Payne et également on va revenir sur ce sondage. 70% des Québécois qui se disent fiers d'être Canadiens, qu'est-ce qu'on doit déchiffrer de tout ça? Et Trudeau, ben oui, Justin Trudeau qui s'accroche, persiste et signe, il veut être là pour les prochaines élections. Nick Payne, bonjour. Bonjour Karima, tu as dit des élections historiques, hystériques aussi, hein, on pourrait dire. En tout Aussi, cas, c'est vrai. Ah non, dans les complètement. suites. Oui. Non, j'allais dire, je peux en témoigner. C'est complètement, c'est assez incroyable ce qui se passe ici. C'est très, très, très chaud. Donc, on va suivre allègrement ce qui va se passer au cours des prochains jours et particulièrement le 7. Et tu as analysé la situation de ton côté aussi, là, puis tu avais des éléments que tu voulais soulever aujourd'hui. Forcément, c'est super intéressant. D'abord, et peut-être aussi ou d'abord parce que ce qui se passe en France montre un clivage émané, c'est une recomposition politique qui est aussi en vigueur ailleurs en Occident et notamment au Québec. On ne sait pas jusqu'où ça va aller au Québec et s'il y aura des moments aussi forts que le moment que vivent les Français actuellement, mais c'est déjà un peu entamé ici aussi, ce réalignement autour d'un clivage qui est davantage entre un peuple un peu plus nationaliste qui pense à ses intérêts, voilà, comme communauté de culture et d'identité d'abord, et puis une sorte d'élite ou de gauche bien pensante, plus mondialiste, hein, pour le faire très, très simplement, c'est un peu ça, et c'est ce qui se dessine là-bas. Alors, suite aux résultats, qui étaient prévisibles, hein, le Rassemblement national est à nouveau reconfirmé comme premier parti de France. Et si on additionne les votes obtenus par d'autres partis de droite, c'est grosso modo ce bloc-là qui domine quand même. C'est assez serré, c'est assez clivé, mais les Français semblent avoir voté davantage à droite quand même là que à gauche. Et là, c'est maintenant le festival pour le second tour des triangulaires. Donc, ces élections à 3 joueurs, parce que 3 candidats au minimum ont eu plus que 12,5% de voix et par conséquent se qualifient au second tour. Et donc, tout le jeu ici consiste à voir, on est dans le jeu des désistements. Alors, qui se désistera au profit de qui pour faire battre le Rassemblement national, au fond? Et là, le clan présidentiel, lui, essaie de faire son lit, de trouver une ligne cohérente dans ça, en essayant de recréer une sorte de majorité plurielle, comme le dit le premier ministre, l'ex-premier ministre Attal, qui pourrait aller, par exemple, de la gauche qu'on dit républicaine chez Emmanuel Macron, donc les socialistes, peut-être même les communistes, jusqu'à droite chez les républicains, pour essayer avec ça de tasser, de priver le Rassemblement national d'une majorité absolue. En même temps, chez Macron et compagnie, il y a une autre école qui veut qu'on aille plus large encore et qu'on se désiste parfois au profit de candidats de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est le grand reniement. On mange son chapeau, là, parce que Macron lui-même, il y a quelques semaines à peine, disait tout le mal qu'il pensait de ces socialistes qui faisaient alliance avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ben aujourd'hui, il envisage la même chose, hein, parce que sa position n'est pas tout à fait claire à Emmanuel Macron. Il ne dit pas qu'il ne faut en aucun cas se désister au profit de candidats de la France insoumise. Il dit seulement on va se désister au profit de candidats républicains au sens large du terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Personne n'en est certain. J'explique un peu mieux ce que ça veut dire, là, les désistements. Ça veut dire que si vous êtes troisième dans une circonscription au premier tour et que votre présence peut faire en sorte de diviser le vote et de faire gagner le Rassemblement national au second tour, vous désistez. Alors là, il y a toutes sortes de désistements contre nature, plus ou moins honorables à l'heure actuelle. Il y en a au moins près de 200, 170, je pense, qui sont déjà confirmés. Ça remet véritablement en question la majorité absolue pour le Rassemblement national. Les experts ne s'entendent pas sur ce qui pourrait arriver donc au second tour. Et là,
tu as d'une part ceux qui crient au déni de démocratie. Hein? Voici un paquet d'alliances déshonorantes contre nature. C'est vrai. En même temps, le système est fait comme ça. Ils ont le droit de faire ça, de se désister, de faire des alliances, de se présenter, de ne pas se présenter. Le système français est ainsi fait, donc il n'y a rien d'illégal là-dedans. Par contre, il y a un coût et des effets politiques à ça. Quand je parlais de ceux qui mangent leur chapeau, là, ben vraiment, il y en a beaucoup qui mangent des gros chapeaux en ce moment. Et aussi et surtout, et c'est là qu'on arrive au clivage qui se produit sous nos yeux, il se pourrait que les Français qui ont majoritairement voté à droite aient l'impression et sentent qu'on essaie de leur voler leur élection ici, leur voler leur victoire d'une certaine façon. Voici une France d'une certaine élite, encore une fois, peut-être plus bourgeoise, plus instruite, mais certainement bien pensante, qui veut, non pas comme elle le dit, faire barrage au Rassemblement national, mais faire barrage au vote large du peuple français. C'est un peu quand même l'élite contre le peuple. On ne le dit pas toujours dans ces mots-là, ça fait un peu populiste de le dire. Et puis je termine en disant que c'est pas le peuple, le petit peuple descendant de François Hollande. Là c'est un peuple très large, le Rassemblement national est le parti qui a obtenu le vote le mieux réparti quand même à travers les classes, les couches de la société. Même s'il demeure plus populaire chez les moins instruits et voilà, les Français d'en bas, comme on dit, il est quand même largement populaire, le Rassemblement national, beaucoup plus que la coalition de gauche qui ne gouvernera pas, là. Ça, c'est acquis. Alors, franchement, tout ça est fascinant, mais il y a un risque qu'on reproduise 2005, hein, le vote sur l'Union européenne qui avait été, enfin, ce vote, ce référendum dont on avait finalement nié les résultats par la suite, comme si de rien n'était. Les Français avaient dit non, mais ils l'ont eu quand même. Hein? Alors, on est un peu dans ça à l'heure actuelle, une élite qui refuse le vote pour le Rassemblement national au motif que ce serait le fameux parti d'extrême droite. Ce n'est pas, à l'heure d'aujourd'hui, un parti d'extrême droite dans les faits, mais qu'à cela ne tienne, on se réfugie dans ce vocabulaire-là pour essayer de le bloquer à nouveau. Et puis, je suis pas certain que les Français apprécient. Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, on en parlait tout à l'heure avec le journaliste politique Yohann Usaï. Puis, c'est vraiment ça quand tu dis c'était la question de la clarification. Le président Emmanuel Macron a dit: je vais faire la dissolution de l'Assemblée parce que je veux une clarification. Là, le message, c'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est clair. Ouais. Et malgré cette clarification, donc la volonté du peuple, on voit que, OK, comme tu dis, oui, ils ont le droit d'essayer de créer des alliances, ça fait partie du système et tout ça, mais on voit que la clarification, ben non, le message ne passe pas, puis là, on va trouver d'autres façons de contourner un peu la chose. Donc, souvent, il y a ces questionnements-là, justement, sur l'aspect un peu démocratique, et on se dit, OK, bon, ben finalement, oui, quand le peuple parle, mais des fois, on n'aime pas ce que le peuple dit et on se dit pas, ben finalement, y a-t-il une façon de détourner tout ça pour qu'on puisse quand même appliquer nos politiques malgré tout? C'est un petit peu ce qui est en train de se jouer en ce moment. Ouais, c'est vraiment un élément majeur de ce qui arrive, là. On refuse, au fond, la démocratie. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait partie des instruments démocratiques. Donc, je dirais pas qu'on la refuse complètement, mais c'est vrai qu'il y a quand même un questionnement à savoir est-ce que la parole du peuple, finalement, on essaie, est-ce qu'on l'entend vraiment, en fait? C'est ça l'affaire. Est-ce qu'on l'entend véritablement? Puis, je trouve ça intéressant quand tu disais, c'est un petit peu partout, les différentes couches de la société, les différentes classes sociales. Si on regarde une carte en ce moment du premier tour des élections législatives en France, vous allez voir la carte, là, donc pour le RN et ses alliés ciotistes, hein, d'Éric Ciotti des Républicains, c'est bleu, là, bleu foncé, là, vraiment pratiquement partout. Et effectivement, tu as certaines poches sur la carte, notamment autour de Paris. Où là, tu vas voir que c'est très à gauche, très rouge. Donc, on voit encore, puis c'est un peu ce qu'on a vu à Montréal quand on regardait le vote j'allais dire des Français à l'étranger. Je sais qu'ils ont dans les lois, c'est un peu particulier, là, c'est contrairement à chez nous au Canada, là, mais là-bas, donc, ils peuvent voter, ils peuvent être expatriés français et conserver aussi des liens de citoyenneté française et la possibilité de voter. Ils peuvent être des immigrants aussi au Québec et avoir cette possibilité de voter. Donc, ça fait quand même une
une différence par rapport à chez nous. Mais tout ça pour dire que c'était majoritairement représenté, c'était le nouveau Front populaire. Donc, la coalition de gauche est vraiment arrivée le majoritaire et les autres partis, c'était comme vraiment, vraiment loin derrière. Mais juste pour te dire à quel point en France, on a nos Parisiens. oui, c'est ça, sur la montée là, du RN. Fabien Roussel, tu as parlé des communistes. Fabien Roussel, c'est quand même quelqu'un qui est assez aimé ici, qui était le leader donc, du Parti communiste en France. Écoutez, il a été battu au premier tour par un candidat RN. Donc ça, je dois vous avouer que j'ai été extrêmement surprise parce que Fabien Roussel, il est toujours sur tous les plateaux, il est un peu partout. C'est un personnage, comme je vous dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les idées, qui était quand même très, très bien implanté. Alors ça montre un peu comme... Oui, c'est ça, un peu comme... tu sais, quand il y a eu la vague à une époque du NPD, là, ça me faisait un peu penser à ça. Tu sais, quand il y a une espèce de vague, puis là, tu as des candidats qui se retrouvent éliminés, d'autres qui arrivent comme ça par des candidats moins connus. Enfin, donc, on aura l'occasion de s'en reparler. Je veux quand même qu'on ait le temps de parler de ce sondage, de la fierté. Quand on est Québécois, est-ce qu'on est fier d'être Canadien, Nick Payne? Oui, c'est un sondage fait par Léger ces derniers jours à l'approche de ce qu'on appelle la fête du Canada. D'ailleurs, Léger a sondé les Américains aussi sur leur fierté. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs les chiffres à ce qu'on voit au Canada. Et ce qui ressort de ça, c'est que les Canadiens sont moins fiers d'être Canadiens qu'il y a quelques années, moins fiers que l'année dernière, par exemple. Et on constate un rapport entre la couleur politique et le niveau de fierté. Alors, ceux qui sont libéraux en faveur de Justin Trudeau sont toujours très fiers. Ceux qui sont en faveur des conservateurs sont moins fiers. Alors, et parmi les éléments qui expliquent la fierté plus faible, enfin, selon les répondants au sondage, il y a en troisième position le gouvernement actuel du Canada. Donc, on se dit moins fier d'être Canadien à cause de Justin Trudeau, d'une certaine façon. Les chiffres, néanmoins, demeurent assez élevé, là, c'est dans les 70 à 80%, parfois un peu plus. Le Québec, l'année dernière, les Québécois étaient plus fiers d'être Canadiens que les Albertains, par exemple. Cette année, la tendance normale historique reprend ses droits. Les Québécois sont un peu moins fiers que les autres Canadiens d'être Canadiens, mais ils sont quand même à 70% fiers d'être Canadiens. C'est beaucoup plus ça que les chiffres qu'on nous donne habituellement pour l'option du non, par exemple, dans un référendum. Donc, il y a davantage ça veut dire qu'il y a des Québécois souverainistes qui sont fiers d'être Canadiens aussi, en toute logique. Et ça, c'est un élément que ne comprennent pas et que n'acceptent pas bon nombre de nationalistes et de souverainistes québécois. Ils voient ça comme une forme d'incohérence, ce qui est légitime, je pense. Mais en même temps, faut comprendre d'où ça vient. Les Québécois n'ont pas toujours été Québécois. L'identité québécoise, la nation, ce qu'on appelle la nation québécoise aujourd'hui, qui est au fond l'ancien bras québécois de la nation canadienne-française, du moins celle qui est à partir du Saint-Laurent en allant vers l'ouest, là. Alors, c'est ça aussi, le Québec français. Est-ce que tu veux dire, c'est qu'il y a cet aspect il y a des Québécois, mais ils se sentent encore Canadiens. Canadiens français, comme on dit, là, de Canadiens français. Donc, cette fierté-là, toi, tu l'expliques comme ça? Absolument. Cette fierté-là est héritée de génération en génération. On a des griefs à l'endroit du Canada anglais, mais on est capable de concilier ça avec une forme de fierté d'être Canadien, comme nos ancêtres étaient les Canadiens, les premiers Canadiens. D'ailleurs, c'est à ça que les souverainistes doivent parler, entre autres choses, s'ils veulent augmenter leurs appuis, faire comprendre à ces Québécois-là que l'indépendance n'est pas une rupture avec ce que nous sommes comme anciens Canadiens, mais bien une continuité. Tout le défi est de faire advenir cette réflexion-là dans la tête et dans le cœur, je dirais même, de nombreux Québécois. Alors, il ne faut pas se moquer ou regarder de haut ou taxer d'incohérence ou d'absurdité ceux qui, encore aujourd'hui, se disent fiers d'être Canadiens, même si on trouve que c'est absurde d'être fier de faire partie d'un pays qui a tout fait pour qu'on disparaisse et qui encore aujourd'hui œuvre notamment par des flux d'immigration délirants à nous marginaliser. Ça, c'est l'opinion de plusieurs au Québec et elle est valide et légitime aussi. Mais on peut comprendre que les Québécois ont gardé un héritage culturel canadien-français qui fait que pour eux, c'est compliqué
de se défaire complètement de cette identité-là. On ne peut pas espérer ça. On peut espérer pour les souverainistes que les Québécois votent pour le oui un jour, mais ça ne voudra pas dire que ce jour-là, ils sont tous devenus anti-Canadiens. C'est pas comme ça que ça marche et il faut l'accepter. Ben, c'est intéressant en tout cas. Et je veux terminer sur Justin Trudeau, lui, qui a décidé, qui est très, très fier d'être Canadien et qui a décidé d'ailleurs que lui, il voulait rester, même si certains membres, je vous dirais, chez les libéraux, là, qui l'appellent un petit peu doucement vers la sortie. Hein. On se rappelle de Catherine McKenna, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui a dit c'est bien admirable ce que Justin Trudeau a fait, il mérite tout notre respect, tout ça, mais bon, il serait peut-être temps là qu'il aille voir la porte de sortie. En gros, c'est quand même ça qui s'est passé, là. Ah, oui, non, c'est pas joli, là. Puis c'est vraiment typique des fins de règne, des fins de régime, encore une fois. T'as ceux qui veulent essayer de sauver les meubles en catastrophe en se disant, si on se trouve un nouveau chef formidable, nous allons tout faire oublier aux électeurs. D'habitude, c'est pas ça qui arrive, mais peu importe. Il reste que les appuis de M. Trudeau sont désormais très fragiles. Alors aujourd'hui, il nous dit, c'était sur Radio-Canada ce matin, qu'il est déterminé à rester en poste. Ça, Karima, puis rien, c'est pareil. Parce qu'évidemment, un leader politique qui réfléchit à son avenir ne peut pas dire, vous savez, je suis en train de réfléchir à mon avenir, parce que à l'instant où il ouvre la bouche pour commencer à prononcer ces mots-là, le sol se dérobe sous ses pieds. Ben oui, son autorité tombe en lambeaux. Alors, on ne sait pas, au fond, ce que veut faire Justin Trudeau, mais chose certaine, il s'affiche comme celui qui s'accroche et qui veut rester en place. Il faut dire que si on veut essayer de déceler ses intentions profondes, on peut écouter ce qu'il dit pour justifier sa proposition, sa position. Et puis là, ben, il faut bien reconnaître que M. Trudeau ne dit pas grand-chose. Hein? C'est la cassette habituelle. Nous allons continuer à travailler, machin. On connaît la cassette Trudeau. On aurait un bon slogan proposé pour la prochaine campagne. Ouais. Continuons de continuer. Et ça continue. Bon, ça. Karima, on est riche. Il faut aller proposer ça aux stratèges de Trudeau. Enfin, sinon, deuxième option, travaillons à travailler. Ça pourrait être bon aussi. Bon, mais c'est bien. Alors, continuons à se parler. Continuons demain, Nick, si tu permets. D'ici là, on continuera de continuer. Parfait. Nous allons continuer de travailler fort. Ah, c'est ça. Fort. Moi, je prétends pas ça, mais je travaille un peu quand même. Salut. Continue.